Merci beaucoup Madame Aya. Je pense que, en effet, votre présentation a permis de faire un point d'étape sur l'implication en effet du malade expert dans les différentes étapes, en effet, que ce soit de manière extrêmement préalable sur les données de la recherche et ensuite l'évolution, le long chemin en effet vers la recherche de thérapeutique et on espère bien évidemment la mise en place en effet de thérapeutiques efficaces et avec une implication forte des patients. Je vous propose en effet que nous puissions donc passer à la session donc de notre table ronde avec l'ensemble des intervenants et nous aurons bien évidemment un temps dédié à l'issue de cette table ronde, un temps dédié aux questions de la salle puisque il est hors de question de générer de la frustration de la part des personnes présentes ici. Il est important en effet de pouvoir échanger. Donc je vais déjà avoir le plaisir de présenter l'ensemble donc des personnes présentes sur cette table ronde. Madame Bervé-Gaillard, donc qui représente l'association Maladie Foie Enfants. Vous êtes pharmacien donc de formation. Vous êtes pleinement impliqué en effet dans l'ensemble des débats sur ces sujets. Vous êtes également représentant des patients au conseil d'administration de l'ANSM, je ne peux résister en effet à le mentionner. Également Chantal Bellorget, qui est donc la directrice de l'évaluation médicale, économique et de santé publique, c'est cela, de la haute autorité de santé. Donc, qui connaît évidemment particulièrement bien le monde du médicament et notamment de ces phases aussi extrêmement précoces de par son expérience dans tout ce qui est TU, essais cliniques et médicaments orphelins. Madame Catherine Reynaud, donc, qui donc, représente les laboratoires Pfizer et donc, également donc, Monsieur Gérard Viens, donc, de l'Association française du syndrome d'Angelman et vous êtes représentant des patients à la commission de la transparence de la haute autorité de santé et enfin monsieur Mathieu Boudès, donc directeur d'Eurordis. Non, alors si vous êtes directeur, vous travaillez. Mais écoutez, il y a eu plein de promotions ce soir. Voilà, donc voilà, je vous promeux également il y a deux directeur d'Eurordis. D'Eurordis ici, et prenez note. Voilà, écoutez, c'est a priori le soir, en effet, des promotions. Voilà, des promotions. Donc, vous faites partie, en effet, vous travaillez, en effet, donc, chez Eurordis. Et donc, Madame Ayache, en effet, que nous avons eu le plaisir d'entendre. Ce que je vous propose, et notamment donc, à l'ensemble donc, de mes collaborateurs pendant ce temps de cette session, c'est de pouvoir, en effet, avoir de manière globalisée les perceptions, les positions donc, de chacun d'entre vous sur ces trois questions majeures qui vous sont présentées sur cette slide, sur l'application du malade expert, avec donc trois items. Un item sur les conditions de la prise en compte de la parole du malade expert, et je pense que c'est extrêmement important en effet de revenir sur ces éléments aux différentes étapes en effet du développement des thérapeutiques. Une question cruciale et en termes d'évolution, on l'a vu avec la présentation de Madame Ayache, les choses ont évolué, sur la place réservée aux malades et aux patients. Est-ce qu'elle est suffisante dans la prise de décision des instances de régulation du médicament? Et là, je pense que aussi bien pour Chantal et moi-même, c'est donc des questions directement en effet à dessein pour les instances de régulation du médicament. Et les patients ont-ils des attentes différentes des instances de régulation du médicament? Si vous en êtes d'accord, je souhaiterais en effet laisser en tout premier lieu la parole en effet aux représentants des patients ici présents, donc Madame Bervé-Gaillard, Monsieur Viens et Monsieur Boudès, si vous en êtes d'accord pour voilà, ces quelques éléments. C'est pas le plus facile, mais c'est très important. Moi, j'avais une réflexion par rapport à tout ça, c'est qu'on a vu que finalement la place du patient a été légiférée. Et on l'a vu, si on prend par rapport aux médicaments, avec la loi de 2011. Mais on sait très bien, et on se souvient de ces instances qui étaient en place, où nous, association de maladies rares, on avait dit à un moment avec cette loi que ça ne pouvait pas être appliqué aux maladies rares. Donc, il y a eu déjà ce paradoxe entre dire « non, il y a des choses qui ne vont pas et on nous remet une place ». Alors, la loi, c'est une chose, mais ce n'est pas une baguette magique.
Et ce qu'on a pu constater, donc on est content, ça évolue, je pense qu'il faut être positif, parce que si on regarde 20 ans en arrière, bien évidemment, voilà. Après, les associations et d'autres avant nous ont forcé un peu les choses pour prendre une place aussi. Des fois, on rentre par la fenêtre quand la porte est fermée, c'est aussi notre action de militante. Mais on n'a pas voilà, c'est pas une baguette magique, et qu'à un moment, on sent que c'est pas toujours dans l'automatisme. Et ça dépend aussi des personnes et des rencontres. Et ça pose on a une vraie problématique où à un moment, on se dit, mais on est là et on aimerait bien participer à tel et tel groupe. Et que ça va être des fois personne dépendante, en fonction de sa culture, en fonction de l'intérêt qu'elle peut porter, et ce n'est pas toujours protocolisé. Parce qu'il y a un moment, quand il n'y a pas d'automatisme, on met des protocoles en place, et on se dit, voilà, quand on attaque un dossier, on l'attaque par le terrain. Et qui est le terrain et qui le vit, c'est les associations de patients. La deuxième chose aussi, et ça il faut qu'on le comprenne, c'est-à-dire qu'on doit aussi se comprendre, on doit communiquer, et on n'est pas toujours dans les mêmes timings. On peut aller sur un sujet où nous, on va ruminer un peu, entre guillemets, la maladie, on va aller vers l'espoir, et tout d'un coup, clac, quelque chose se débloque. Alors nous, ça fait quand même un bout de temps qu'on est dans le sujet. Ce sujet, nous, on l'a à 100%. Mais nos institutions, on est un dossier parmi tant d'autres. Donc on peut avoir aussi des problèmes comme ça de décalage en termes de timing et d'attente, qu'il faut aussi, des deux côtés, savoir gérer pour avancer dans la meilleure des choses. Mais je pense qu'à un moment, entre la loi et entre les choses et entre ce qu'on nous demande, c'est avoir quand même le sentiment profond que ça apporte quelque chose et ça apporte une meilleure efficacité pour l'intérêt général, pour l'intérêt du patient, mais également dans le fonctionnement de nos institutions, parce qu'on peut faire gagner du temps. On évite des fois des fausses pistes ou des fausses... dans toutes les étapes, même après que l'AMM soit donnée. Voilà, je te passe la parole, Gérard. Bien, bonjour, je suis donc Gérard Viens. Je suis grand-père d'une petite fille qui a le syndrome d'Angelman. Et c'est ça qui m'a fait découvrir finalement tout ce milieu des maladies rares sur lequel je suis très heureux de pouvoir travailler ou contribuer un peu. Alors, mon propos, je vais m'intéresser surtout à ce que je connais un peu, c'est-à-dire la place réservée aux malades dans les instances de régulation. Et je vais encore restreindre le sujet puisque je vais parler notamment par rapport à la commission de la transparence. Et puis je parlerai également de la deuxième question, qui est votre troisième question. Les malades ont-ils des attentes différentes des instances de régulation? Parce que je crois que ça vient directement dans le même ordre. Alors, je crois que la première chose à dire, c'est que la France est loin d'être pionnière dans l'implication des malades dans les instances de régulation. Surtout si on compare à l'Angleterre, à l'Écosse, au Canada, etc. Or, on peut s'en étonner parce que nous savons tous que les patients peuvent avoir un savoir spécifique, notamment dans le sujet qui nous intéresse, qui est les maladies rares, que ces connaissances, c'est au niveau du vécu de la maladie, au niveau des traitements existants, au niveau du parcours de soins, au niveau de leurs attentes. Tout ça sont des éléments qui, a priori, doivent faire partie de l'évaluation du médicament ou de la thérapeutique qui est étudiée. Alors, ce qu'il faut bien voir également, c'est que les patients, bien entendu, surtout en maladie rare, sont en attente de traitement et de solutions thérapeutiques, mais pas uniquement. Ils sont souvent en attente de solutions partielles. Et n'oubliez pas aussi que beaucoup de maladies rares, il n'y a pas de traitement. Donc ils sont en attente de solutions partielles. Pourquoi ? Parce que peut-être que cette solution partielle permettra une meilleure efficacité, des traitements plus supportables, une meilleure vie avec la maladie. Juste un exemple, l'amélioration galénique n'est pas un plus anodin. Or, j'ai cru rencontrer dans certaines commissions
que les membres de la commission ne considéraient pas ça forcément comme étant un élément qui devait être pris en compte pour évaluer le médicament. Donc, quel est le rôle des deux représentants, nous sommes deux, des représentants dans les commissions? Ben, je trouve que c'est avant tout de mettre un peu d'humain. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire dans cette galère. C'est pas ça. C'est pas ça. Je me demandais ce que j'allais pouvoir apporter vraiment. Et moi, j'apporte une question sur chaque dossier et la qualité de vie. Et ça me semble un point important. Donc, ce que nous considérons, ce que les patients considèrent, puisque je fais référence aussi à mon collègue, comme représentant dans les commissions, c'est que l'efficacité clinique ne peut pas être le seul critère. C'est une condition absolument nécessaire, mais la différenciation, je parle sur l'échelle de classement des médicaments, doit aussi se faire sur la qualité de vie et sur l'impact de la qualité de vie. Alors ça, c'est la première chose. Lorsque on a eu la chance de pouvoir rentrer à la commission de la transparence en 2015 et se poser tout de suite une question. Par définition, nous ne sommes pas des spécialistes de chaque maladie rare. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres pays, c'est toujours intéressant de regarder les autres pays, on ne les appelle pas tellement représentants des associations de patients, on les appelle représentants de la société civile. Et c'est probablement beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres représentants qui n'existent pas encore, je mets encore parce que j'ai des espoirs, qui n'existent pas encore dans les commissions. Ce sont les représentants des associations concernées par le produit qui est étudié. Alors pour le moment, et là on a fait un gros progrès, pour le moment, on demande à ces associations de remplir un questionnaire. Alors, ce qu'il faut bien voir, il faut que je me dépêche, je crois, non, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur demande l'impact de la maladie. Comment la maladie pour laquelle le médicament est évalué affecte-t-il la qualité de vie des patients, à court terme et à long terme ? Quels aspects posent le plus de difficultés ? Comment la maladie affecte l'entourage, la famille, les aidants ? Après, bien sûr, on va leur demander quelle est leur expérience sur les thérapeutiques actuelles, autres que celles que l'on va étudier. Puis, bien sûr, l'expérience éventuelle sur le médicament évalué. Et là, les associations peuvent apporter quelque chose parce que, par définition, elles sont en contact avec des associations, de mêmes associations, mais dans d'autres pays, où quelquefois le produit a déjà été autorisé et pris en charge. Et puis, on va leur demander, sur le produit qui est évalué, s'ils n'ont pas de connaissances, de dire un peu ce qu'ils connaissent de la littérature ou des résultats et des essais. Donc, ce dossier, il est important. Il va être présenté, il va être donné à tous les membres de la commission. Il est présenté, tout au moins son résumé, puisque à la fin du questionnaire, on demande aux associations de dire mais quels sont les 4 ou 5 points importants que vous voulez communiquer. Et là, c'est le représentant des services de la direction de l'évaluation qui vont présenter ce résumé. Et puis, il va y avoir la discussion. C'est bien, mais c'est probablement un peu insuffisant. C'est insuffisant parce que les associations sont inquiètes de dire mais
est-ce que vraiment tous les membres de la commission ont pris en compte ce que nous avons présenté? D'où le fait que dans les autres pays, il y a une présentation orale qui est faite de ce dossier et une discussion qui s'amorce entre les membres de la commission et les représentants de l'association. Bien entendu, ils ne participent pas à la décision finale. Ce ne sont que les représentants officiels permanents des associations de patients, c'est-à-dire ces représentants de la société civile qui, eux, vont participer à la décision. Donc, on voit qu'on est dans une démarche qui est tout à fait intéressante, positive. On voit que l'on progresse. La crainte des associations, c'est que ce soit un alibi plutôt. Hein. On a fait venir des patients, mais que ce soit un alibi. Et que vraiment, ça ne soit pas forcément pris en compte. Je vais vous donner juste un petit exemple pour... je vous ai dit tout à l'heure, la forme galénique peut avoir une importance considérable pour la vie des patients. Et bien, c'est difficile à faire passer l'idée qu'il faut valoriser ce travail qui a été fait par le laboratoire sur la forme galénique. C'est pas encore dans les ordres. C'est pas encore rentré. Ça va venir. Hein, soyons optimistes. Mais ceci est important. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelques efforts. Je crois que j'ai parlé beaucoup, donc je vais m'arrêter. J'avais d'autres choses à dire. Je vais m'arrêter. Pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Donc bonsoir tout le monde. Merci d'être resté si tard pour ça. Alors, moi, j'aime bien avoir des questions. Ça structure un petit peu la discussion. Je vais commencer par répondre à la question numéro 2. Donc, la place réservée aux malades est-elle suffisante dans la prise de décision des instances de régulation du médicament? Suffisante? Non. Est-ce qu'on est en progrès? Oui. Et est-ce qu'on sait comment on va y aller? Oui. L'IME, par exemple, fait ça très bien. Et moi, je vais parler au niveau européen. L'IME fait ça très bien depuis 10-15 ans. Il y a des représentants de patients au COMP, il y a des pilotes au CHMP. Donc on avance très fort, on avance très bien. C'est un sujet d'importance pour nous chez Eurordis et c'est un sujet dans lequel on a quelques craintes. La décision d'aujourd'hui, si l'IME déménage à Bratislava, tel que les bookmakers veulent bien le croire, risque d'y avoir des problèmes sur l'engagement des patients puisqu'on n'est pas dans les priorités qui sont classées numéro 1. Ce sera pas... Ah, donc vous avez eu des fuites. Très bien. Donc elle va à Milan. Très bien. Donc l'IME fait ça très bien et j'espère que sans déménager à Bratislava, elle va continuer à faire ça très bien et même mieux. Au niveau des HTA, on a UNITA qui avance très bien, encore une fois au niveau européen, qui crée des procédures pour engager les patients là. Au niveau des payeurs, on a des initiatives maladies rares, le MOCA, donc c'est le mécanisme d'accès coordonné aux médicaments qui avance assez bien. On a l'engagement des patients aussi dans ces procédures-là. Donc c'est pas parfait, mais ce sera jamais parfait. D'ailleurs, parfait, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce que ça ne l'était. Donc elle est assez facile en fait cette question. La troisième question, c'est est-ce que les patients ont des attentes différentes des instances de régulation? Oui, forcément. C'est peut-être pas très grave tant qu'elles sont complémentaires et tant qu'on arrive à les prioriser. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça le problème, ou la solution. Il faut que les critères qui sont utilisés pour savoir si un médicament est efficace, s'il peut être mis dans un système de santé, il faut que les instances soient d'accord, il faut que les payeurs soient d'accord, il faut que les régulateurs, etc. Mais il faut aussi que les patients donnent leur avis. Donc en fait, c'est la complémentarité et le dialogue qui va amener la solution. Maintenant, la première question, c'est quelles sont les conditions de la prise en compte de la parole? Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on va pouvoir parler pendant 2 heures, mais mon temps de parole a été un petit peu mangé. Mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut que les organisations de patients, et maintenant dans l'industrie pharmaceutique, quand on discute avec eux, il y a ce fantasme du patient non affilié, c'est-à-dire du patient qui ne participe pas à l'organisation de patients. Bon courage pour aller le chercher, bon courage pour engager avec eux. Mais ça, c'est une aparté. Il faut savoir, il y a 3 piliers. L'organisation de patients, il faut qu'elle arrive à former ses membres,
mais pas uniquement sur les essais cliniques, parce que ça, il suffit de lire Wikipédia, à la limite, on sait ce que c'est sur les processus. Je ne sais pas qui d'entre vous est déjà allé à l'IME, encore une fois, hein, Londres, c'est assez impressionnant, le bâtiment est assez impressionnant, alors il était, je ne sais toujours pas où ils vont, mais vous rentrez dans l'IME, vous avez ces espèces de grandes salles, là, il y a 50 ou 100 personnes, on dirait un bateau. Parler en public, parler en anglais, quand ce n'est pas votre langue maternelle, ça peut poser des problèmes. Donc il faut aussi les processus. Qu'est-ce qui va vous arriver? Même faire des sessions des MOOC, c'est-à-dire prendre les gens, les amener à Londres, voilà ce qui va vous arriver. Et maintenant, vous arrivez avec votre expérience, et vous ne serez jamais expert tel qu'on l'entend, vous serez juste le patient, et vous allez représenter votre organisation. Maintenant, c'est aussi la gestion du conflit d'intérêts. Ça, j'aime beaucoup. On prend une maladie très rare, et je pense que vous en avez parlé, une maladie très rare. On va au niveau européen, on a peut-être 100 patients en Europe, on en a 20 qui parlent anglais, on en a 10 qui sont disponibles, et on en a 5 qui comprennent un petit peu ce dont il est question. Voilà. Ben, ça ne fait pas beaucoup de personnes, en fait, qui peuvent interagir avec les différents organes. Donc ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait du conflit d'intérêts? Je ne dis pas que c'est le Far West, je ne dis pas qu'il faut lever toutes les barrières. Ce n'est vraiment pas mon propos, hein. Surtout ne tweetez pas ça. Mais c'est important d'avoir au cas par cas, certainement, une certaine modularité dans le conflit d'intérêts, ou en tout cas, il faut être capable de le traquer tout au long de la chaîne du développement, depuis très tôt avec les programmes de recherche jusqu'à la pharmacovigilance, si on va jusqu'à la fin du cycle. Donc le conflit d'intérêts, c'est très important. Le conflit d'intérêts, moi, j'aimerais amener une réflexion aussi. Il porte sur l'individu et pas sur l'organisation. D'ailleurs, sur ces 5 personnes qui sont disponibles, qui comprennent ce que c'est qu'un essai clinique, voilà, on peut brûler à cause d'un conflit d'intérêts ces personnes-là. Mais l'important, c'est avec quelles données cette personne va interagir. Est-ce qu'elle interagit en son nom propre, auquel cas c'est le messager de sa propre parole, et donc le conflit d'intérêts est important, ou c'est juste le messager de beaucoup. Voilà. Et comment est-ce qu'on organise qu'une organisation soit capable de générer ce genre de données? Parce qu'après tout, c'est la responsabilité de l'organisation d'arriver au moment des délibérations, ou en tout cas des discussions, avec les données qui sont pertinentes. Ben, ça veut dire qu'il faut les professionnaliser. Alors, ce n'est pas pour devenir des professionnels, c'est pour les professionnaliser, c'est-à-dire être des partenaires capables d'arriver au moment opportun avec les données qui sont pertinentes. Et ça pose le problème, ou en tout cas c'est un questionnement, du financement des relations de patients par certaines entreprises pharmaceutiques. Ce n'est pas un problème. C'est juste que si le système, on arrive à tous travailler ensemble, toutes les organisations, à se professionnaliser, qu'on arrive à mettre en place au niveau européen, et là j'insiste et c'est très important, une structure qui nous permet d'offrir, ou en tout cas d'offrir, on va dire ça, d'offrir un service à l'industrie pharmaceutique, aux instances dirigeantes, aux instances de décision, à un moment T, ça va permettre de diluer un petit peu le conflit d'intérêts, ça va permettre de professionnaliser la parole du patient, et si derrière le rideau, on a un training, une éducation du patient qui est efficace, là on va créer un écosystème qui peut être accepté par tout le monde. Voilà, c'était juste le message que je voulais faire passer ce soir. Avant de continuer avec les autres intervenants de la table ronde, je voulais juste revenir sur plusieurs points. Un point majeur qui a été exprimé sur la place, en effet, du patient et la nécessaire implication plus importante, en effet, notamment dans les instances de régulation du médicament du patient, et qui revient, en fait, quelque part à la dernière question, les malades ont-ils des attentes différentes des instances de régulation du médicament ? Très clairement, en tout cas, c'est évidemment le souhait de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ne porte peut-être pas le nom qu'il faudrait. Alors là, je le dis avec beaucoup de recul, vu mon implication sur la loi de 2011, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est avant tout, ce doit être une agence nationale de sécurité des patients exposés aux produits de santé. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous sommes des instances en effet de régulation du médicament, mais nous sommes surtout des instances de régulation des patients exposés aux produits de santé. Notre objectif, c'est le service qui est apporté aux patients au travers du produit de santé, et donc d'offrir aux patients de manière continue un accès
évidemment efficace, un accès si possible pérenne et avant tout un accès sécurisé pour en fait l'ensemble des patients. Et donc c'est là en effet où on voit que quelque part les attentes doivent par définition être convergentes. Alors chacun avec sa place. Il y a la place en effet des professionnels de santé, quels qu'ils soient, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Il y a la place en effet des instances en effet de régulation, des instances que ce soit d'expertise, d'autorisation et de prise en charge. Et il y a évidemment la place des patients. Et tous ensemble, nous devons en effet construire un écosystème, un environnement uniquement au bénéfice du patient. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Ce n'est pas simple, puisque nous avons évidemment des exigences importantes, mais avec la prise en compte de la parole de chacune des parties prenantes. Et c'est ça qui est important. Je vous laisse tout de suite la parole. Je reviens juste sur le sujet, en effet, de la déontologie, qui est quelque chose qui est, par définition, extrêmement cher à mon cœur, et notamment au travers de la loi de 2011. La déontologie est indispensable, très clairement, et la gestion des liens d'intérêt, pour que cela ne devienne pas des conflits d'intérêts et impacte les décisions, est indispensable. Cela doit être adaptable, et en effet, dans le cas des maladies rares, on voit bien la difficulté. On a des cas où on a des pathologies qui vont concerner, en France, possiblement une dizaine de patients, et donc notamment sur l'implication aussi des professionnels de santé dans les essais cliniques, et c'est un vrai sujet. Ce qui est important, c'est de connaître l'existence de ces liens, et de savoir, lorsqu'il y a des échanges et lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, qu'elles soient prises en toute connaissance de cause. Et c'est vraiment dans ce sens-là où il est important d'avoir cette transparence, que tout soit transparent et que tout, en effet, puisse être mis sur la table. Et lorsqu'il y a des échanges, des décisions, que tout le monde ait cette connaissance, en effet, la plus transparente possible. Juste rajouter, et je m'en excuse, il y a aussi les industriels. Vous avez noté 3, on est 4. Et dans les maladies rares, on a un lien... on a un lien qui peut être assez proche aussi avec les industriels, parce que ça peut être des petits laboratoires. Qu'est-ce qui se passe ? L'IML sera localisé à Amsterdam. Voilà. L'IML sera localisé à Amsterdam. Enfin, si j'en crois le petit papier qui vient de m'être passé, je n'ai pas benchmarké, mais a priori, l'IML sera localisé à Amsterdam. Après le premier tour, nous avions Milan, Copenhague, c'est cela, ouais, Milan, Copenhague et Amsterdam. Et a priori, donc, ce sera localisé à Amsterdam. Donc, il n'y aura pas de Bratislava. Je suis désolée, Monsieur Boudès, mais il n'y aura pas de Bratislava. Excusez-moi, je vais être rapide. Juste de dire voilà, que voilà, dans l'industrie, il faut toujours... Parce qu'on a ce lien un peu particulier parfois avec les industriels, où il y a une proximité. Donc, ça revient au problème de conflit d'intérêts. Ce lien doit être connu entre les associations et les industriels. Les associations doivent les déclarer, et ça peut être parfois quelque chose qui n'est pas un don ou un lien, voilà, mais simplement voilà, des échanges de bases de données. Voilà, il y a des liens assez particuliers dans les maladies rares, et ça, je crois qu'il faut en tenir compte. L'importance de la transparence. Tout à fait. De savoir ce qui se passe. Je vous propose en effet de passer la parole à Chantal Bellorget pour le point de vue en effet des instances de régulation du médicament, et ensuite bien évidemment à Madame Reynaud et également aussi évidemment à Madame Ayache. Merci beaucoup pour cette parole. Ça marche ? Oui. Tout d'abord, excusez-moi, mais je suis moi-même atteinte d'une maladie rare et je souffre beaucoup de la lumière. Donc, je vais avoir des difficultés à vous regarder en face. Et c'est pourquoi je suis sur le côté. Juste un rappel, la HAS a pour mission de donner un avis. Elle donne des avis sur les produits de santé, les médicaments, les dispositifs médicaux notamment, et puis les actes professionnels en vue de leur remboursement et de la négociation des prix. Donc, c'est important parce que c'est vraiment le cadre de sa mission. Évidemment, au bout du bout, il y a le patient, et un produit qui n'est pas remboursé a quand même moins de chances d'être accessible, en tout cas de façon moins aisée. Mais merci beaucoup. Donc je voudrais rappeler ça, et dans ce sens, il me semble que la parole des patients est complètement évidente, puisque ce sont les premiers concernés, c'est eux qui vont, oui ou non, avoir accès aux produits. Et puis, c'est quand même eux qui le financent. Malgré tout, tout le monde finance les produits de santé.
Donc je crois réellement que la place des patients, en tout cas dans les décisions de la HAS, dans les avis donnés par la HAS, est importante en ce sens. Et puis je voudrais dire aussi, dans les paroles préliminaires, c'est qu'on parle de patients, mais je crois qu'il faut mettre les usagers de façon générale, et c'est comme ça un petit peu qu'on le voit, et il ne faut pas oublier les aidants. Et donc, dans notre façon de penser, non seulement la qualité de vie, mais la qualité de vie pour les patients, la qualité de vie pour les aidants, ce sont vraiment des choses très importantes. Et donc, on voit bien ici que nous avons différentes finalités dans la contribution des patients. La première, elle est démocratique, je l'ai dit, ce sont les premiers concernés. La deuxième, elle est scientifique. Je considère, moi, que la parole des patients devient un critère scientifique comme un autre. On peut parler ici d'évidence patient, comme on pourra parler d'évidence clinique ou d'évidence économique. L'évidence patient, eh bien, c'est le patient qui est expert de sa propre maladie, et c'est ça qu'on a besoin d'entendre. C'est quelle est la maladie, quelle est la vie usuelle du patient, qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Parce que vous l'avez dit, un biomarqueur, à quoi ça sert? Ce n'est pas forcément ce que vous attendez. Donc nous, on a besoin de l'entendre, ça aussi. Un biomarqueur, c'est un marqueur intermédiaire qui n'est pas forcément cliniquement parlant. Et puis, c'est un expert aussi pour nous faire connaître le parcours de soins qu'on n'a pas forcément en tête, ou que les membres des commissions, les experts scientifiques n'ont pas forcément en tête. Ils sont professionnels de santé principalement. Et enfin, quelles sont les préférences des patients? On en a parlé, je crois que c'est un point très très important. Alors la HAS, c'est vrai, est peut-être pas la plus avancée, la plus précoce, mais quand même, malgré tout, elle a mis des choses en place depuis pas mal de temps, y compris à l'ANAS, avant l'ancêtre de la HAS. Et elle fait ça de différentes façons et à différents niveaux de ses missions. Alors moi, je prends mon tableau, j'ai un tableau assez simple à regarder. Premièrement, dans les évaluations qu'elle mène sur les produits de santé, elle fait intervenir les patients à différents niveaux. Dans les commissions que vous avez citées, donc la commission de la transparence, la CNEDIMS qui évalue les dispositifs médicaux, la CESP qui évalue le médico-économique. Là, ils ont une place très importante puisque la partie éthique, la partie qualité de vie est très importante dans l'évaluation médico-économique. Principalement dans ces trois commissions, les patients sont présents. Ils sont également des membres experts dans les groupes de travail que nous mettons en œuvre. Ils peuvent être également auditionnés par les commissions, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des associations pour entendre cela, enfin entendre leur point de vue. Et troisièmement, il y a en effet l'expérimentation que nous avons mis en œuvre depuis l'automne dernier et qui vient d'être pérennisée, qu'on appelle l'expérimentation contribution des patients, où il est finalement possible à toute association de patients de contribuer à l'évaluation d'un médicament ou d'un dispositif médical. Et cette évaluation se fait sur la base d'un questionnaire lui-même établi au niveau international. Et donc, on n'a pas inventé grand-chose, si ce n'est que je pense clairement que cette expérimentation, moi, je la vois comme un succès. D'une part, par la quantité. On a un certain nombre de retours assez importants, mais surtout par la qualité. Et on peut donner des chiffres, si vous les souhaitez, mais la qualité des contributions est extraordinaire. Les associations ont fouillé la méthode de contribution. Ils peuvent avoir, par exemple, utilisé des questionnaires qu'ils ont envoyés à l'ensemble de leurs adhérents. Ils peuvent avoir fait du data mining sur les forums. Ils peuvent organiser, quand c'est ultra rare, demander à quelques patients d'intervenir eux-mêmes. Donc je pense que vraiment les méthodes qui sont utilisées, et pourtant ces méthodes ne sont pas écrites, et pourtant ces méthodes ne sont pas théorisées, et pourtant la prise en compte des contributions n'est aujourd'hui pas organisée comme on organise l'évaluation d'un essai clinique, enfin des résultats d'un essai clinique, etc. Donc je pense que de ce côté-là, on a une expérimentation qui est très très porteuse et que nous sommes ravis de pérenniser et d'améliorer autant que faire se peut. Autre possibilité pour les associations de patients d'intervenir à l'HAS. Premièrement, ils peuvent intervenir sur le programme de travail de l'HAS. Ils peuvent
évoquer ou proposer des sujets de travail pour que l'HAS se pose des questions. Et on en a vu, on en voit dans le programme de travail qui va bientôt sortir, vous le verrez. Enfin, les associations aussi ont, depuis la loi de modernisation de notre système de santé, le droit d'alerte. Ils ont un droit d'alerte auprès de la HAS et ils peuvent la saisir sur tout fait ayant des incidences importantes sur la santé et qui relèveraient des compétences de la HAS. Et on a dû recevoir, je crois, environ 5 droits d'alerte depuis la mise en place en 2016 de ce droit. Et la majorité concerne des produits de santé, bien évidemment. Et pour la majorité, nous travaillons en lien avec la NSM parce qu'évidemment, il s'agit souvent d'alerte de sécurité et aussi d'information des patients. Donc on voit bien que les associations de patients peuvent intervenir à différents niveaux. Et ce que nous développons également, c'est de les faire intervenir en amont de l'arrivée des produits, de l'arrivée des demandes de remboursement des produits, et notamment dans les avis scientifiques, ce qu'on appelle à l'HAS les rencontres précoces, les avis scientifiques que l'on mène au niveau national, mais aussi et surtout que l'on mène au niveau international, et notamment européen avec NETA. Donc François Meyer, en effet, pourra éventuellement en parler, mais nous sommes en train de développer la place des patients au niveau de NETA. C'est vraiment un sujet que la France porte très fortement, que ce soit dans les avis scientifiques, mais également dans les joint assessments, dans les évaluations des dossiers. Donc voilà la place qu'aujourd'hui les associations de patients ont au niveau de la HAS. Je dirais que le collège de la HAS est également le reflet de cette volonté de porter la place des associations de patients dans le travail de la HAS, puisque, vous le savez, le collège a un de ses membres qui est lui-même un représentant d'association de patients ou un ex-représentant d'association de patients, et il porte très fortement ce sujet, à tel point notamment que dans le projet stratégique que nous allons développer à partir de l'année prochaine, le premier axe est la participation des associations de patients dans les travaux de façon générale de la HAS. Alors il y a évidemment des améliorations à apporter, on le sait, hein. Clairement, je pense que l'implication des patients doit être encore plus systématique. J'ai cité les différents outils que nous avons développés, mais je crois qu'elle doit être carrément ancrée dans la culture des chefs de projet chez nous, et qu'on ne doit même plus se poser la question, faut-il une association de patients, doit-elle participer à l'évaluation? Ça doit être systématique. Donc je crois qu'il y a la systématisation à mettre en œuvre au niveau national et au niveau européen. En amont, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les rencontres précoces, mais il y a aussi la question d'exiger maintenant, dans les dossiers qui sont déposés par les industriels, d'exiger des données de qualité de vie, d'exiger des données de préférence patient. Et là, je crois que c'est un travail aussi à mener en collaboration avec soit l'ANSM, soit l'Agence européenne du médicament. C'est un vrai sujet à développer pour que ces critères soient systématiques dans les essais cliniques. Il y a également la place des associations de patients en aval, sur les évaluations et les études que nous menons sur les données en vie réelle. On vous en a parlé tout à l'heure. Je crois que nous préconisons des études de données en vie réelle, et les associations de patients ont certainement leur place à avoir aussi dans ces avis que nous donnons. Alors, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, cette contribution est maintenant un élément à part entière de l'évaluation des dossiers. Et en revanche, je dirais que c'est certainement une contribution qui peut être complexe pour les associations, notamment parce que les délais sont contraints. On ne peut pas nous donner beaucoup de temps aux associations parce que nous avons nous-mêmes des délais très contraints. Et là, je crois qu'il faut certainement organiser les méthodes, la façon dont les associations sont formées aux méthodes, sont formées aux procédures, qu'ils soient en effet au courant de comment nous travaillons. Et puis, pour nous, travailler à la façon dont on va valoriser cette contribution des patients, la façon dont on va la prendre en considération. Je crois qu'il faut certainement qu'on s'inspire des méthodes SHS
sur le sujet. Donc nous avons du travail de ce côté. Enfin, je dirais qu'il faut que l'on développe la transparence. Hein, c'est ton mot, mais c'est certainement un mot de fin de ma présentation. La transparence, tout doit être publié. Je crois que les contributions de patients méritent d'être publiées. D'une part parce que franchement, la qualité qu'elles démontrent peut être utile pour les autres associations, celles qui n'osent pas répondre. Elles n'osent pas répondre et pourtant, vous verrez, c'est vraiment des contributions très, très intéressantes. La transparence sur les liens d'intérêt. Et puis, on le sait, certaines associations de patients, vous ne l'avez pas dit, j'en suis très étonnée, revendiquent d'avoir accès aux données, aux dossiers déposés par les laboratoires. C'est une question que l'on peut se poser. Dans le benchmark que nous avons fait, c'est vrai que certaines agences mettent ces dossiers à disposition. C'est un sujet sur lequel il faut que l'on travaille. Alors, il y a des questions, hein, que je les ai soulevées. Quelle formation, quelle valorisation, et enfin, une question qui moi, me turlupine, c'est pourquoi devons-nous demander l'accord des laboratoires pour que l'on puisse mettre des informations sur le site Internet pour que les associations puissent contribuer aux travaux de la HAS. Je crois que là, c'est un vrai sujet à discuter avec eux. Donc, moi, je dirais qu'en conclusion, on entend qu'il y a des améliorations, c'est évident, mais c'est un projet que nous voulons vraiment prendre en main et sur lequel nous allons travailler dans le cadre de notre projet stratégique. Donc peut-être déjà en préambule, vous donnez la position des industriels sur le sujet, parce que je pense qu'on est tous d'accord. L'implication des patients, c'est quelque chose qu'on a soutenu. On est tous convaincus que cette évolution est logique et souhaitable, que seuls les représentants des associations peuvent donner une représentation sociale de la maladie. Et comme vous l'avez dit, avoir le retour, avoir le vécu de ces malades va permettre d'accentuer d'une part la qualité de vie et puis toutes les choses palpables que par les personnes, le malade et l'entourage qui sont confrontés à cette maladie. D'ailleurs, on voit aussi que la définition même des termes que sont bénéfices, valeurs ou risques commence à s'élargir pour prendre de plus en plus en compte la vie des malades. Et en exemple, je dirais que ce que Gérard a dit sur la galénique, on voit bien que pour nous aussi, c'est quelque chose d'important qui va avoir un impact sur la qualité de vie, sur l'observance et donc l'amélioration de l'efficacité. Donc, sur ce point-là, on a tous à y gagner. Sur les conditions requises, j'irai dans le même sens que des points qui ont abordé. Moi, j'en vois deux. Déjà, c'est l'intégration de ce point de vue. Et comme vous l'avez dit, au départ, ça demandait un changement en matière de culture et de processus pour une prise en compte systématique de la vie des associations de patients. Et je vais prendre l'exemple de la R&D chez nous. C'est vrai qu'il y a 10 ans, pour avoir l'expérience patient, pour la comprendre, on allait discuter avec des professionnels de santé. Maintenant, pour mettre en place un essai clinique dans l'élaboration du protocole, donc chez nous ça se passe aux États-Unis, l'équipe qui a élaboré ce protocole doit le présenter à un comité de validation en interne, et ce comité va avoir 2 questions. Est-ce que vous avez travaillé avec une association de patients pour élaborer ce protocole, et est-ce que, à leurs yeux, c'est pertinent ? Si jamais ils n'ont pas de réponse, ils doivent quand même s'en expliquer. Donc on voit quand même l'évolution. Et tous s'accordent à dire que ça a largement amélioré l'efficacité et la qualité de la recherche. Le deuxième point que je prendrais dans ces conditions, c'est également quelque chose qui a été dit, c'est qu'une fois qu'on a demandé l'avis des associations de patients, comment finalement on a un résultat probant. Donc là aussi, je vais revenir sur 2 exemples. L'exemple sur les contributions
lors de l'évaluation par la commission de transparence, où d'un point de vue industriel, pour nous, les modalités de prise en compte sont peu visibles. Pour savoir s'il y a une contribution, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lit les sténotypies, c'est-à-dire le compte-rendu de la commission. Et j'ai pris comme ça quatre exemples de produits. Un exemple où on avait bien de stipuler que ce produit avait eu un apport sur la qualité de vie, avait eu un impact fort sur l'organisation de la prise en charge. Et puis, 3 autres produits où il n'y avait rien de marqué. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce que la contribution ne ressort pas dans le compte-rendu, ou est-ce que finalement, ce qui est, je pense, vu les pathologies, la meilleure des explications, il n'y avait pas d'association de patients. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je pense que c'est une vraie question à se poser. Mais en tout cas, on est tous d'accord qu'il faut prendre en compte ces avis et avoir sûrement une procédure très standardisée, des outils pour qu'on puisse avoir un recours. Donc, j'irai dans le même sens que Gérard. C'est quelque chose que les industriels ont quand même particulièrement soutenu, parce que c'est vrai qu'on doit donner pour l'instant notre accord, mais dans le cas du médicament, je crois que ça a été à moins 90% d'accord. Que le LEM travaille énormément dans ce sens, et on se dit c'est qu'il faudrait à minima avoir un paragraphe dédié, et qu'il serait également souhaitable, si ça est possible, d'avoir une audition, ce qui permettrait d'accentuer la parole du patient et de caractériser le bénéfice. L'autre point par rapport à ça, c'est que si vraiment on montre qu'un traitement a un impact positif sur la qualité de vie, sur l'observance, sur l'organisation des soins, ou encore, quelquefois, va permettre une diminution dans le temps du diagnostic, comment on l'intègre dans le résultat, comment c'est pris en compte, ça veut peut-être dire qu'il faut avoir, et ça a été dit ce matin, des critères d'évaluation adaptés. Donc on voit qu'il y a encore des choses à faire. Le dernier exemple que j'ai, c'est lorsque le produit est commercialisé, et que là, on doit notamment s'assurer du bon usage de ce produit. Donc là, on est convaincu qu'il faut avoir une concertation avec les associations de patients, développer une approche très, très holistique pour finalement comprendre quelle va être la bonne formation, la bonne information, pour apporter des outils et des solutions adaptées à cette information, à cet accompagnement. Donc j'irai sur la place réservée, j'irai dans le même sens que vous, c'est-à-dire que oui, elle évolue, elle doit être renforcée, mais ça demande sûrement encore un travail collaboratif et un cadre collaboratif, puisqu'on reste avec la problématique, comme ça a été dit, des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est quelque chose à revoir, ou en tout cas à consolider. Et sur la troisième question, j'avais dit que je n'y répondrais pas, n'étant pas légitime. Juste une petite minute, parce que j'ai oublié de dire quelque chose. 15 secondes. Les associations de patients s'étonnent, bien entendu, que nous n'ayons pas de représentants au CEPS. Parce que les associations de patients, finalement, s'intéressent à la réflexion économique. Et je voudrais juste vous citer un extrait d'un dossier présenté d'un questionnaire présenté par une association, et qui termine: toutefois, nous nous montrons très attentifs à l'accessibilité de ce traitement et de sa charge pour le système de santé. Donc, vous voyez pourquoi les patients espèrent un jour être invités à la table des discussions économiques. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Je vous propose, alors il est en effet un petit peu tard, mais le sujet est suffisamment passionnant. S'il y a des questions en effet dans la salle sur les différentes prises de parole des intervenants, et sur, je crois qu'il y a vraiment un consensus sur l'importance en effet de la place du patient, la nécessité qu'elle soit renforcée,
dans toutes les étapes. J'ai entendu Monsieur Viens, en effet, votre dernière intervention sur la représentation des patients au comité économique des produits de santé, dans ces deux dimensions, j'imagine, médicaments et dispositifs médicaux. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a des évolutions, puisqu'il y a un accord cadre, je crois, qui a peut-être été signé ou qui est en cours avec les associations de patients, et donc avec la possibilité, en effet, d'audition. Mais en effet, il y a encore, j'imagine, des marges de progression, puisque nous ne sommes pas sur une intégration pleine et entière. Les choses évoluent, on le voit, ce qui s'est passé à la Haute Autorité, ce qui se passe également à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, avec une application plus importante aux différentes phases, que ce soit les essais cliniques, les recommandations temporaires d'utilisation et sur les études ensuite en vie réelle. Donc, en effet, je ne peux que partager l'espoir et de l'évolution. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui. Je voulais rebondir sur la dernière réflexion de Gérard sur le CEPS, où effectivement les associations de patients seraient peut-être les bienvenues. Nous attendons depuis 4 ans la mise sur le marché d'un médicament qui a son AMM, mais qui n'a pas son prix. On essaye par tous les moyens de faire une ATU ou une étude clinique, et on n'y arrive pas. Tout ça parce que c'est du cannabis. Alors je vous dis, on est expert dans l'utilisation du cannabis en ce qui concerne la syringomyélie. On a toutes les recettes. Alors tout le monde ferme les yeux sur une utilisation illégale d'une drogue, mais par contre, là, en l'occurrence, on voudrait bien être dans les commissions de CEPS pour montrer quel est l'intérêt du cannabis dans le traitement des douleurs neuropathiques sévères résistantes à tout traitement autrement, mais on n'a pas accès. Donc le patient, il serait peut-être utile aussi pour défendre des dossiers, yeux dans les yeux. Bon, on a une pathologie où à peu près 6 personnes par an vont en Suisse pour un suicide assisté. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, une question ou une réflexion peut-être un petit peu en amont. Qu'en est-il de la place, ou plutôt de l'absence de la place des associations de patients dans des instances comme le Comité consultatif national d'éthique? Il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des philosophes, il y a des juristes, mais il n'y a aucun représentant de patients. Et d'ailleurs, la même question, on a parlé, c'était la session précédente, des lois concernant les bases de données, etc. Est-ce que ces lois ont été discutées avec les associations de patients? Parce que j'ai un peu l'impression, de temps en temps, avec ces lois de plus en plus complexifiées sur un certain nombre de choses, qu'on en est dans la situation de ce que Peggy disait à propos de Kant. Kant a les mains propres, mais il n'a pas le de main. Merci pour votre question. Je pense qu'en effet, on voit bien l'évolution et les marges de progression qui existent très clairement, où il y a en effet la nécessité d'une application des patients. Dans toutes les commissions qui peuvent exister, que ce soit en effet les éléments que vous soulignez. Sur le sujet en effet des lois et d'accès aux bases de données, alors je n'étais pas à la précédente session, donc je vais avoir du mal en effet à pouvoir vous répondre, mais peut-être qu'un des intervenants de la table ronde a une information sur est-ce que les lois, notamment tout ce qui a été accès aux bases de données, a été échangé avec les associations de patients. Chantal, dans tes précédentes fonctions. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas parce que je n'en fais pas. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Alors, normalement, comme tout projet de loi, il y a bien évidemment des échanges avec l'ensemble des parties prenantes lorsqu'il y a en effet la réflexion et la genèse de la loi. Après, je ne serai pas en capacité en effet de pouvoir soit vous confirmer ou vous infirmer en effet les échanges avec les associations de patients. Moi, j'ai une question sur la qualité de vie. Je crois qu'il faut... avant, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, on en parle beaucoup et je crois que c'est bien. Mais il faudrait quand même aussi bien investiguer les effets à moyen terme et à long terme, et surtout sur l'apparition d'une complication. On va dire qu'il y a des patients qui n'ont pas d'amélioration de leur qualité de vie, mais qui, grâce au traitement, ont une diminution des complications et des morbidités secondaires.
Ça fait partie de l'évaluation usuelle du bénéfice-risque, de rapport bénéfice-risque, c'est l'AMM. Et puis pour nous, de l'utilité et les progrès à court, à moyen et à long terme. C'est des données en vie réelle, quoi. Oui, voilà. Le problème, c'est que pour la plupart des dossiers que nous voyons dans le cas des médicaments orphelins ou en cancérologie notamment, c'est que ces données à long terme, on ne les a pas. Et d'où l'importance, en effet, du suivi en vie réelle des produits. J'ai cité très rapidement le sujet, mais c'est un vrai sujet d'organisation et de remontée de collecte d'informations. Pour compléter ce qui vient d'être dit par Chantal, en effet, et on le voit dans le cas des maladies rares, mais aussi d'autres thérapeutiques, notamment en effet en oncologie ou d'autres, où nous voyons arriver en effet des produits avec des développements et des produits de manière extrêmement précoce, d'où la nécessité en effet d'avoir des suivis en vie réelle extrêmement fins, extrêmement suivis, extrêmement importants, puisque le corpus de données qui est à disposition des agences donc de régulation du médicament, que ce soit au moment de l'AMM, où c'est majoritairement en effet l'IMA, ou ensuite au niveau de la haute autorité, et peut par moment être assez frustre, et il est donc extrêmement important d'avoir quelque chose qui puisse être bien protocolisé, et d'où l'importance extrêmement importante du retour évidemment des patients sur l'usage en effet en vie réelle et sur la façon en effet dont le médicament va se comporter lorsque nous sommes en vie réelle. Madame Bélorget, tout à l'heure, expliquait qu'il était important que les patients sachent comment les chercheurs et les soignants travaillaient. Je souscris parfaitement à cette idée. Je renverse la question et je fais une suggestion. Est-ce qu'il ne serait pas aussi important que les soignants et les chercheurs apprennent à connaître comment vivent les patients, leurs patients ou les patients en général? Je fais cette réflexion parce que nous mettons en place actuellement en région lyonnaise et grenobloise, dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient et dans le cadre du patient formateur et du patient expert, des formations qui permettent à des patients ou à leurs familles de venir s'exprimer auprès des étudiants pour raconter leur parcours de vie, leur handicap, leur prise en charge, comment ils vivent au quotidien. Et en plus de cela, avec l'association Valentin APAC, association des porteurs d'anomalies chromosomiques, nous proposons aux chercheurs et aux soignants de rejoindre les familles lors de journées conviviales, fraternelles, où le chercheur et le soignant n'a pas forcément à faire une communication. S'il l'a fait, on est très content. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir que les soignants et les chercheurs peuvent passer une journée conviviale avec leurs patients en dehors du cadre de la consultation, en dehors de l'hôpital, partager un pique-nique, taper dans le ballon. Eh bien ça, c'est une manière, à notre avis, qui permet de dépasser un peu les frontières qui pourraient exister entre le monde des patients et le monde des soignants et des chercheurs. Ça démythifie un petit peu ou dédramatise le statut du soignant et du chercheur par rapport aux patients. Merci beaucoup. Et je pense que ce que l'on peut retenir en effet de ces échanges, c'est que chacun doit connaître l'autre. Chacun a sa place en effet dans le système et dans l'écosystème et dans les dispositifs actuels, mais chacun doit connaître l'autre, doit connaître ce que fait l'autre, comment il le fait, pour essayer en effet de pouvoir chacun apporter sa pierre et continuer en effet à tracer la route et la trajectoire pour à la fin en effet que nous puissions avoir en effet des thérapeutiques efficace, bien évidemment, et sûr, et c'est qui est un point majeur. Monsieur Duguay. Oui, vous faites bien la transition en disant chacun doit connaître ce que l'un et l'autre ont à faire, et donc ça veut dire derrière qu'il faut qu'il y ait un minimum de transparence. Là, tout à l'heure a été évoqué, dans le cadre du nouveau processus de la HS, l'intervention des associations de malades dans le cadre du processus d'évaluation. Il a été évoqué qu'effectivement, aujourd'hui encore, il faut demander à l'industriel s'il est d'accord simplement de signaler que son produit est en cours d'évaluation. Or, on est dans une situation où l'association de malades est amenée à devoir intervenir concernant l'évaluation d'un produit sans avoir du tout accès aux éléments du dossier.
Alors, moi, je pose réellement la question. On est dans un processus qui s'appelle processus de transparence. On demande l'avis à des associations de malades qui vont être les utilisateurs de ce produit, et on ne leur donne pas accès à la possibilité d'avoir les données, ne serait-ce que les données cliniques qui ont été déposées par l'industriel sur l'évaluation du produit. Donc moi, ce que je demande, c'est que les industriels, de leur côté, puissent avoir une position claire pour demander qu'il y ait une évolution, soit une évolution réglementaire, si c'est un problème réglementaire, soit conventionnelle, dans le cadre de la convention entre le LEM et le CEPS, soit même que certains industriels puissent le faire de façon volontariste. Les accords de confidentialité, ça fait partie des données qui sont courantes dans le monde des affaires. Pourquoi, lorsqu'on rentre dans le cadre d'un processus d'évaluation, on ne pourrait pas très rapidement donner accès aux patients? Ça serait un élément important pour contribuer à une bonne évaluation des produits. Je vous remercie. Juste pour faire une réponse, donc juste vous dire qu'actuellement le LEM travaille avec la HAS justement sur ces points. Comme je vous le disais, pour l'instant, au niveau du médicament, il y a eu 90% d'accords favorables, mais dans le cadre de ce travail, il a été dit que, a priori, l'avis ne sera pas demandé, ce sera assez systématique. Et par rapport à ce qui est des données et du dossier, je pense que là aussi, c'est un travail collaboratif qui doit se mettre en place. Les industriels ne sont pas contre, il faut juste qu'il y ait un cadre et une réglementation adaptée. Donc ils sont pour. Ils ne sont pas contre. Non, mais ils ne sont pas contre, donc ils sont pour. Non, mais autant le dire clairement, si on veut faire évoluer les réglementations, si les industriels disent oui, nous on est pour parce que ça contribue à l'évaluation du produit, je suis sûr qu'on trouvera toutes les solutions réglementaires très rapidement. Que pour Pfizer, et je pense qu'on est plutôt pour si le cadre est adapté. C'est un problème de données, de secret industriel sur lequel la HAS est en train de se pencher au plan juridique. On est en train de regarder comment faire évoluer les choses, si c'est possible. C'est vraiment une vraie question, et notamment sur... Parce que, OK, on a 90% d'accord, mais on a quand même 10% de refus, et nous, on voudrait 100% d'accord. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller au-delà de tout ça. Je crois qu'on est d'accord, mais il y a un vrai sujet juridique qu'il faut qu'on creuse. J'en profite, j'ai le micro pour vous dire, il y a eu une question tout à l'heure sur les données de santé, juste pour vous rappeler que la personne qui dirige l'INDS est une ancienne présidente d'association de patients. Donc je suis sûre qu'elle a en tête vos desiderata. Moi, je voulais simplement, excusez-moi, je voulais apporter une réponse à Christophe. Et on a eu cette discussion avec Gérard il y a encore très très peu de temps à l'occasion d'une table ronde avec la commission de transparence. Et la réponse, elle est claire, oui, les industriels, on n'est pas du tout opposés dans un cadre parfaitement défini avec les données confidentielles qui seront simplement masquées, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres structures et dans d'autres dossiers. Donc je veux dire, il n'y a aucune opposition. Alors là, je pense qu'on est tous formels là-dessus et celui qui au LEM s'y oppose se lève afin qu'on puisse savoir qui c'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, mais écoutez, merci beaucoup pour votre présence si tardive. Donc, je pense que la table ronde a été en effet suffisamment informative. Je remercie avant tout les intervenants de la table ronde et pour avoir partagé, en tout cas, j'espère, le même plaisir que moi à animer cette table ronde avec vous.